Bonjour à tous, ravie de vous accueillir nombreux aujourd'hui sur ce webinaire. Moi, je suis Nadine Morillo du Cariforef. Donc, un webinaire aujourd'hui pour parler des métiers du numérique qu'on a construit avec la Direction régionale de Pôle emploi dans l'idée d'unir nos forces à l'occasion de cette semaine des métiers du numérique pour apporter aux professionnels, aux conseillers, des grands points de repère sur les métiers du numérique et puis aussi une sélection de ressources utilisables avec vos publics. Donc, pour ça, on a travaillé avec l'OPCO Atlas et avec ADN Ouest. Et donc, on va faire un déroulé en 3 grandes parties. La première, c'est une vue d'ensemble sur les métiers du numérique avec quelques chiffres et puis quelques zooms sur des métiers, sur des noms de métiers, pour voilà, que vous ayez un peu vous aider à avoir une aisance avec ces termes un peu techniques, parfois un peu effrayants. Une seconde partie où on va pointer des ressources utilisables en entretien. Et une troisième partie où on va pointer des ressources plutôt utilisables en atelier. Donc pour ça, avec moi, j'ai Caroline Jousset, de la direction régionale de Pôle emploi, Arnaud Viel de d'ADN Ouest et puis Mathieu Lasso de l'OPCO Atlas. Vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure. N'hésitez pas, même si on est nombreux à poser vos questions, si ce sont des questions de compréhension ou sur lesquelles qui demandent un peu d'approfondissement, ça sert souvent aux autres et puis ça permet aussi aux intervenants de voir sur quoi il faut approfondir un petit peu. Si elles sont trop nombreuses, voilà, je ne peux pas vous garantir qu'on répondra à tout, que peut-être aussi je serai amenée à les poser un peu plus tard ou les regrouper. Et si vraiment il y en avait beaucoup et qu'on ne pouvait pas y répondre toutes dans le temps du webinaire, on essaiera de vous répondre sous une autre forme après. Voilà, et puis pour vous dire, là, vous êtes 145 connectés, vous êtes à peu près constitués aux 4/5 de professionnels de Pôle emploi et puis 1/5 de professionnels de réseaux divers, type mission locale, Cap emploi, CIO, chambre des métiers, Greta, organisme de formation, etc. Voilà, écoutez, il me reste à te passer la parole, Caroline, pour démarrer ce webinaire avec une infographie sur les métiers du numérique. Alors moi, Caroline, je ne t'entends pas. Est-ce que c'est bon? Vous voyez l'infographie? Parfait. Oui. Parfait, super. Parfait. Donc, Pôle emploi, donc Pays de la Loire, dans le cadre de la semaine des métiers du numérique, donc, a souhaité donc, créer une infographie sur le numérique. Alors, l'idée, c'est de pouvoir ensuite en fait, créer des pages sectorielles. Alors, sur l'intranet de Pôle emploi, donc pour les conseillers qui sont aujourd'hui connectés, donc sachez qu'on a décidé en fait de travailler sur les 8 portraits sectoriels prioritaires. Donc voilà, donc c'est un travail qui est en cours d'élaboration avec le service de communication et le service des stats. Et donc on a créé une première infographie sur le numérique. Cette infographie, vous pouvez la retrouver sur le site de pôle emploi.fr en région Pays de la Loire, mais aussi sur la page dédiée donc à la filière numérique. C'est sous forme de vidéo. Et là, en fait, je ne vais pas projeter la vidéo parce que vous y aurez accès par vous-même. Donc, l'idée, c'est bien de vous projeter cette infographie directement. 38 000 100 salariés dans le secteur du numérique en Pays de la Loire. Nous sommes en fait sur des données 2020. Donc, les chiffres peuvent varier un petit peu parce que c'est vrai qu'en 2020, on a commencé à subir en tout cas cette crise sanitaire qui continue malheureusement. Donc là, on n'a pas encore les données 2021, mais dès que ce sera bon, on mettra à jour cette infographie là d'ici quelques semaines ou quelques mois certainement. Le secteur du numérique, en fait, il pèse lourd en Pays de la Loire. Il représente 4% de l'ensemble des salariés de la région. Et en face, donc, on a à peu près 2100 établissements dans ce secteur. Alors,
évidemment, vous le saviez déjà, hein, pas de surprise, le département de la Loire-Atlantique pèse plus que les autres départements ligériens. On est à 6% en fait, hein, de la part des salariés donc, sur ce département. Et pas de surprise non plus, on sait bien que malheureusement les autres villes en fait sont phagocytées par Nantes. C'est vrai que l'activité est quand même principalement sur Nantes, enfin Nantes-Ville même et le bassin nantais. Petit portrait robot en fait, hein, des demandeurs d'emploi du secteur. On a environ 6500 demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans les métiers. Et le métier en fait de développeur est celui en fait qui est en première place, on va dire. Donc c'est le code ROM M1805. Ça représente à peu près un sixième en fait, hein, de la totalité des demandeurs d'emploi inscrits. Donc sur ce fameux podium, nous avons trois familles, trois domaines en fait de métiers. Donc études et développement informatique, ensuite réalisation de contenu multimédia et enfin la maintenance informatique et bureautique. Nous allons en fait pouvoir décortiquer ces grandes familles. Arnaud tout à l'heure vous fera jouer un petit peu via un quiz et vous pourrez justement découvrir quels sont les métiers qui se cachent derrière ces familles. La part des femmes est faible. Alors nous, on a été un peu plus généreux à Pôle emploi. Alors on est sur des données ACOS. Hein. On a été un peu plus généreux parce qu'on estime qu'il y a 26% de femmes inscrites dans les métiers du numérique. Donc, mais selon l'ORCN, donc via l'étude d'ADN Ouest, on serait plutôt autour de 19%. 22% des demandeurs d'emploi du numérique ont moins de 26 ans. Donc c'est vrai que c'est une filière qui attire énormément les jeunes, mais pas que, hein, et de plus en plus, et ça je peux vous rassurer là-dessus, on place aussi des personnes qui sont moins jeunes. Moi, j'aime pas trop employer le mot senior, donc je vais l'éviter en tout cas, mais de plus en plus de personnes de plus de 45 ans, plus de 50 ans, plus de 55 ans, en fait, s'inscrivent aussi sur les métiers du numérique, se forment et réussissent à décrocher un emploi. Donc, il y a des jeunes, mais pas que. Et voilà. 7% en fait des demandeurs d'emploi ont un niveau inférieur ou égal à un CAP BEP. Donc voilà, c'est aussi un milieu heureusement qui s'ouvre un peu plus. C'est vrai qu'il y a quelques années, on était quand même beaucoup face à des formations plutôt autour du bac+5, des formations d'ingénieurs, donc sorties d'école informatique. Aujourd'hui, et heureusement, avec tous les nouveaux marchés que nous avons, et je vous présenterai tout à l'heure le nouveau marché des formations inclusives, nous arrivons aussi à placer des demandeurs d'emploi qui ont un niveau PIC, donc inférieur au bac. Majoritairement, les emplois sont effectivement durables. On a, alors je vais vous l'expliquer un petit peu tout à l'heure, on avait environ en 2020 1700 offres d'emploi publiées. Moi, je vous dirais que l'offre n'est pas forcément un sujet, malheureusement, hein, dans le numérique. Donc, il faut aller chercher l'offre un peu ailleurs que sur le site de Pôle emploi ou sur le site de l'APEC. 86% en fait, des offres sont pour des contrats supérieurs à 6 mois. Et il faut savoir que sur la POI, on est plutôt autour de 94-96% de contrats en CDI après la POI. Donc voilà, on est quand même beaucoup sur du CDI. La formation, c'est évidemment donc un bon levier de retour à l'emploi. Nous avons donc plusieurs dispositifs de financement de formation. On a 2070 demandeurs d'emploi qui sont entrés dans une formation du numérique en 2020 et 58% des demandeurs d'emploi sont sortis d'une formation dans le numérique et ont retrouvé un emploi dans les 6 mois suivants. Les compétences qui sont à mettre en avant, donc je vais vous laisser donc les consulter. Donc, on doit établir un cahier des charges, concevoir et développer des programmes et applications informatiques, rédiger donc une spécification technique de besoins, déterminer des mesures correctives et analyser les besoins des clients. Mais il y en a bien d'autres. On parle beaucoup de soft skills. Donc, avoir cette capacité de communication, c'est aussi une des grandes compétences recherchées par les recruteurs. Un développeur aujourd'hui, il n'est plus tout seul face à son ordinateur, il travaille en équipe, il doit communiquer, il travaille pour des clients. Donc en fait, il faut qu'il développe aussi ce genre de compétences. Donc c'est pour ça que la filière s'ouvre de plus en plus à d'autres profils. Les trois principaux donc savoir-être, le travail en équipe, la rigueur et l'autonomie. Et j'en ai fini avec ma présentation. J'arrête le partage.
Merci Caroline. Je rappelle, n'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions par rapport aux présentations. Et du coup, on va passer avec Arnaud, rentrer un petit peu plus sur la connaissance des métiers. Ah, il y a une Voilà. question. Vas-y. Le temps que je remette mon micro. Vas-y. Et puis peut-être une question davantage pour toi, Arnaud. Tu pourras répondre peut-être un petit peu plus tard après avoir démarré sur est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des chiffres par département? Alors, ça fait une très bonne transition, effectivement. Merci pour la question. J'espère que vous voyez bien mon écran. Voilà. Donc, Arnaud Viel, directeur des opérations ADN Ouest. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous parler de l'ORCN, l'Observatoire régional des compétences numériques, dans lequel, notamment, Laure, vous aurez effectivement, vous pourrez trouver des chiffres par département ou plutôt par métropole, puisqu'en fait, sur cet observatoire, nous réalisons une enquête auprès des professionnels du numérique chaque année pour récolter leur en métier, en compétences, avoir une idée assez précise des recrutements qu'ils ont réalisés l'année passée et de leurs projections et prévisions de recrutement pour l'année suivante. Et donc, cette enquête se fait au niveau régional et même birégional d'ailleurs aussi avec la Bretagne. Et on a environ un peu plus de 500 réponses chaque année, donc ce qui nous permet d'avoir, notamment sur les gros pôles, les pôles les plus importants, donc en l'occurrence en ce qui nous concerne, surtout Nantes Métropole, mais aussi La Roche-sur-Yon ou aussi Angers. On peut avoir des données un peu plus précises sur ces pôles où vous aurez des éléments un petit peu plus locaux. Voilà. Donc, vous pouvez le consulter, en fait, tous les résultats sur le site orcn.fr. Alors, sur la ville de Mayenne précisément, non, on ne va pas jusque-là encore, mais on espère un jour qu'on pourra y arriver, effectivement. Mais en tout cas, je vous invite à consulter le site orcn.fr, toutes les études, tous les résultats des enquêtes, et il y a aussi pas mal de témoignages qui sont apportés, et tout est en accès libre. Donc, vous pouvez consulter absolument tous les résultats. Juste pour information, donc on fait une enquête par an. Vous aurez les résultats de l'enquête 2020, sachant que l'enquête 2021 vient juste de se terminer vendredi dernier. Et donc, les résultats d'ici début mars, je crois. Voilà. Donc voilà, vous pouvez visiter ce site. Je voulais juste vous donner deux chiffres clés qu'on peut retrouver à partir de l'ORCN. Sur les métiers du numérique, il y a un peu un stéréotype qui veut que l'essentiel des métiers, évidemment, et des postes soient pourvus par les entreprises spécialistes du numérique. Donc, ce qu'on appelle spécialistes, les prestataires du numérique, ça peut être les ESN, entreprises de services numériques, ce qu'on appelait SS2I avant. Donc ça va être les entreprises comme Capgemini, CGI, S2I, etc., qui font des prestations pour des clients en mettant à disposition en fait des ressources numériques pour leurs clients, pour mener des projets, pour développer aussi sur tout un tas donc, de métiers possibles. Donc ça, c'est le gros, on va dire, des recruteurs. Hein. Il y a des grosses entreprises évidemment dans la région. Parmi ces prestataires, on trouve aussi des éditeurs de logiciels, des agences digitales, des prestataires, des startups aussi. Et ce qu'on ne sait pas bien, c'est qu'en fait, même si évidemment ça reste important, ce type d'entreprise ne représente en fait qu'un tiers hein, des postes offerts au numérique et que les 2 tiers sont offerts par ce qu'on appelle, nous, les entreprises utilisatrices du numérique, c'est-à-dire des entreprises de tout secteur d'activité, que ce soit la santé, l'industrie, l'agri-agro, les collectivités, etc., qui ont un pôle ou plusieurs pôles numériques, informatiques, d'innovation, etc. et qui, évidemment, ont des besoins en constante progression puisque la numérisation, en fait, induit de nouveaux services, de nouveaux besoins et donc il y a des besoins de recrutement assez importants. Donc ça, c'est à retenir parmi les personnes que vous rencontrez. S'il y en a qui sont vraiment très intéressés par un secteur d'activité en particulier, en fait, il y a certainement des opportunités dans le numérique. J'avance un petit peu. Deuxième chiffre, Caroline en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est le très fort déséquilibre, malheureusement, qu'on constate dans la filière du numérique. Alors, c'est vrai au niveau national,
Et c'est vrai aussi à notre niveau régional, c'est une mixité qui n'est absolument pas respectée au sein de nos entreprises. Alors avec certaines différences entre prestataires et entreprises utilisatrices, c'est un peu moins pire chez les prestataires, mais on voit que en fait, dans plus d'une entreprise sur deux, on compte moins de 20% de femmes parmi ces métiers du numérique. Donc la part est vraiment insuffisante, on va dire. Et donc, pour les femmes aussi qui ont une appétence, une volonté de rejoindre ces métiers, il y a de vraies opportunités, puisque de plus en plus aussi d'entreprises ont pris conscience des manques et puis d'un impact négatif du fait de cette mauvaise mixité et donc cherchent à recruter des femmes compétentes évidemment, mais qui vont pouvoir compléter leur effectif de façon plus équilibrée. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais sinon je continue. Sur la partie suivante, là l'idée c'est de faire un petit jeu avec vous, que ce soit participatif, donc n'hésitez pas à donner vos réponses dans le module de conversation. On va faire un petit jeu sur 3 métiers du numérique, parce qu'on entend souvent en retour que les nouveaux métiers, en tout cas, ont des noms parfois un peu barbares ou derrière lesquels on ne sait pas trop ce qui peut se représenter ou à quoi ça peut correspondre. Et donc, là, ce que je vous propose, c'est de jouer avec 3 noms de métiers et je vais vous donner des propositions et vous allez, le but du jeu, c'est de donner dans le module de conversation laquelle vous semble la plus réaliste. Voilà, donc on va commencer par le métier de recetteuse-testeuse ou recetteur-testeur. Et donc, Alors, à ne vous de répondez jouer. pas tout de suite. Attendez d'avoir la lecture de l'ensemble et puis Arnaud va donner un top pour que vous répondiez ensemble. Voilà, donc la recetteuse ou le recetteur, qu'est-ce qu'il est censé faire dans une entreprise? Est-ce qu'il coach les futurs candidats de Top Chef? Bon, réponse A. Réponse B, est client mystère du site de réservation de la SNCF. Réponse C, vérifie qu'un service numérique répond au cahier des charges initiales et n'a pas de bug. Bug, c'est des problèmes de programmation, des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et D, contrôle la résistance d'un service numérique à une utilisation massive. Voilà, donc je vais vous donner un go, quelques dizaines de secondes. Allez, c'est parti. Je vois plein de réponses. Il y a du C, il y a du D. Il y a du Il y a C, il y a du beaucoup de D. C. Il y a Il y a beaucoup de C, C et ouais. D. Alors, il peut y avoir deux bonnes réponses aussi. Je ne vois pas beaucoup de A. C'est normal. Bon, il y a beaucoup de C. Allez, on se donne encore 5 ou 10 secondes. Alors, ce qui est génial, c'est que tout le monde joue alors que je n'ai même pas dit ce qu'il y avait à gagner. Alors, beaucoup de C et D. Voilà. Alors, on va donner la réponse. Donc, bravo. Effectivement, toutes celles, tous ceux qui ont répondu C, c'est la bonne réponse. Donc, la recetteuse-testeuse ou le recetteur-testeur a une mission évidemment extrêmement importante puisqu'elle doit s'assurer que le cahier des charges dont on a parlé tout à l'heure a bien été rempli et que lors de tous ces tests, eh bien, en fait, voilà, la fonctionnalité, le programme, le site internet qui a été développé répond bien au cahier des charges initial et ne comporte pas de bugs, de problèmes, d'erreurs. Quand vous allez sur un site, par exemple, vous cliquez sur un lien et vous arrivez sur une page 404, il y a une erreur, la page n'existe pas. Bon, bah, ça, évidemment, pour l'utilisateur, c'est pas bon. Voilà, qu'on puisse bien se connecter à un site, etc., modifier son mot de passe. Et donc, il y a quand même un besoin pour ces métiers d'une vision technique. Alors, il ne faut pas être expert forcément, mais bien connaître voilà, les attentes, les besoins des clients utilisateurs et d'être capable de parler à la technique pour expliquer ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qui devrait être corrigé. Donc, en termes de qualité, on va dire un bon esprit logique, de la patience, être très rigoureux parce que ça s'organise. C'est sur un plan de test qui est vraiment très, très cadré. Donc, c'est un travail assez rigoureux et être assez persévérant parce que voilà, il faut à la fin de ces tests absolument que quand on va livrer la production finale, bien évidemment, on est limité au maximum
les bugs et qu'on ait répondu au mieux au cahier des charges initial. Voilà. Alors, on va passer au deuxième métier, le métier de développeuse ou de développeur front-end. Donc ça, vous en avez probablement déjà entendu parler. Réponse A, est-ce que ce développeur développe des applications pour les coiffeurs? Okay. Réponse B, développe la partie visible d'une application ou d'un site web. Réponse C, développe la partie finale d'une application ou d'un site web. Et réponse D, développe le logiciel de gestion américain front-end, du nom de front-end. Voilà, c'est top départ, c'est parti. Alors c'est parti, je vois surtout du B à du D. On a un beaucoup peu de de C, D. un peu de D, un peu de D. Plutôt du B, un peu de C quand même. B et C. Ah, 2 fois C. Alors, on va se donner 5 ou 10 secondes. Tout le monde ait le temps de répondre. Un petit indice, il n'y a qu'une seule bonne réponse, pour ceux qui n'ont pas encore répondu. C'est tout bon. Bon, on a une grande majorité de B, un peu de C et un petit peu de D aussi. Alors, le logiciel de gestion américain front-end, à ma connaissance, ça n'existe pas. Hein, donc, ça va pas être la réponse D. On est bien sur la réponse B, effectivement. Développe la partie visible d'une application ou d'un site web. Donc là, c'est tout ce qui va être l'apparence, on va dire, de l'application ou du site Internet. La partie visible des fonctionnalités, en fait. L'idée, c'est qu'au niveau de ce développement-là, on va s'assurer aussi que l'utilisateur ait une expérience, on parle beaucoup d'expérience utilisateur, donc une expérience utilisateur agréable, que ce soit au niveau visuel et au niveau fonctionnalité, que ce soit simple à utiliser, donc que ce soit sur ordinateur ou smartphone d'ailleurs. Hein. Donc là, il y a beaucoup de langages, il y a des langages spécifiques au front-end et pendant est ce qu'on peut appeler le développement back-end. Back-end, c'est un peu l'arrière-boutique. C'est tout ce qui va être les plateformes de gestion de contenu que les utilisateurs ne voient pas, hein, ce qui va pouvoir ensuite alimenter ce que l'utilisateur va voir, donc côté front. Donc plutôt on est côté effectivement leur côté interface, exactement. Donc là, il y a beaucoup de langages assez spécifiques. Hein. Il y a des langages spécifiques pour le front et des langages spécifiques pour le back. Donc côté front, on est plutôt sur du HTML, du CSS, du PHP, du JavaScript. Voilà. Principale qualité du développeur, développeuse front-end, un bon esprit logique, être créatif aussi et beaucoup de rigueur parce qu'évidemment, le codage informatique ne souffre pas de la moindre erreur de syntaxe, par exemple. Il y a tout de suite une erreur, donc il faut être vraiment très rigoureux. Voilà. Et on va passer au troisième et dernier métier qu'on souhaitait vous présenter ou sur lequel on voulait faire un focus aujourd'hui. La technicienne ou le technicien support. Alors, réponse A, gère les incidents relevés par des utilisateurs de services numériques. Un soutien psychologique aux fondateurs de startups numériques. Quelquefois, il y en a qui en ont besoin. Réponse C, assure la maintenance des armoires supportant les serveurs informatiques. Et réponse D, rédige les cahiers des charges pour les chefs de projet informatiques. Allez, c'est parti. Il y a quelques A qui sont partis déjà. Mais ne vous laissez pas influencer. Ah, il y a du D, il y a du C. Ah, un petit peu. C, D, C. Pas mal de A quand même. Un peu de C, un peu de D. La B est drôle. Merci Christelle.
Allez, encore 2 petites secondes et puis on va pouvoir donner la réponse. Effectivement, vous êtes beaucoup à avoir trouvé la réponse A. Donc, le technicien ou la technicienne de support gère les incidents relevés par les utilisateurs de services numériques. Donc là, il s'agit vraiment de gérer les incidents relevés par les utilisateurs. Donc, prendre en charge les demandes, les reports de problèmes éventuels et ensuite savoir soit au niveau 1, répondre directement si le problème est facile à gérer ou alors savoir contacter le service adapté qui va pouvoir ensuite prendre en main la question et puis pouvoir y répondre. On l'appelle aussi en termes anglais technicien help desk. Voilà. Donc, il faut quand même bien connaître, ou en tout cas un minimum connaître l'application ou le logiciel dont on parle pour pouvoir quand même apporter une réponse relativement aux questions relativement simples. Et donc, les principales qualités, un bon esprit d'analyse pour bien comprendre effectivement la question, bon sens du relationnel et de la patience aussi, parce que voilà, il faut être aussi persévérant pour essayer d'apporter la meilleure réponse aux questions qu'on peut recevoir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Réponse A. Alors oui, c'est facile de répondre maintenant, hein, maintenant que j'ai donné la réponse, mais bravo quand même. Voilà, donc on a fait le tour. Et, ils font partie évidemment des grands domaines de métiers qu'a présenté Caroline qui sont les plus demandés aujourd'hui. On a regroupé ça, nous, de cette façon, hein, les grandes familles de métiers du numérique, pour essayer de synthétiser. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de noms un petit peu particuliers. Là, je vous en ai présenté 3, mais il y en a plein d'autres. L'idée, c'est qu'on a construit une présentation hein, qui développe et qui présente chacun de ces métiers et puis de cette répartition-là. Caroline a la présentation aussi, donc elle pourra vous la transmettre si vous le souhaitez, la présentation complète qui présente vraiment tous ces métiers. Bon, ce qu'il faut retenir, il y a 4 grandes familles, on va dire, hein, de métiers du numérique. Famille technique, c'est essentiellement ceux qu'on vient de voir, hein, les métiers de l'installation, de support, de maintenance, infrastructure, système et réseau, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des besoins importants, évidemment. Métiers du développement et du test, ce sont ceux pour lesquels le besoin aujourd'hui est le plus important, mais ce n'est pas le seul, hein, il y a des besoins partout en fait. Les métiers plus créatifs, entre guillemets, donc là on est un peu entre deux avec la conception et la gestion de projet, et puis surtout les métiers de la création et du design. Donc là on va retrouver les web designers, les infographistes, etc. Et puis, au niveau des métiers autour de la communication du marketing, voilà, on va retrouver community manager, traffic manager. Donc là, des métiers qui sont un petit peu plus anciens, donc qu'on commence à connaître un petit peu mieux. Autre famille importante, évidemment, commerciale. Donc là, on retrouve les métiers assez classiques, technico-commercial, business développeur, etc. Aller vendre les solutions à l'extérieur. Et puis un métier qui prend de plus en plus d'ampleur aussi, une famille de métiers, l'analytique, avec l'exploitation des données. Vous savez que les données sont appelées de plus en plus l'or noir dans le numérique, c'est-à-dire c'est un élément clé de valeur pour les entreprises. Et donc, il y a de plus en plus de métiers autour de la donnée pour pouvoir exploiter, utiliser, récupérer et exploiter ces données pour créer de nouveaux services, créer de la valeur. Donc là, on va trouver beaucoup de métiers autour de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle quand on va encore sur un cran supérieur. Et puis dans cette partie analytique, on a aussi évidemment, c'est de plus en plus d'actualité et ça concerne vraiment toutes les entreprises maintenant, les métiers de la sécurité informatique avec des experts sécurité informatique, des cryptologues, etc., etc. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers Caroline qui a la présentation complète voilà, de toutes ces familles et de tous ces métiers que je vous ai présentés. Alors, on a un certain nombre de questions, Arnaud, dont peut-être la question des niveaux d'entrée sur ces métiers. Il va y avoir quelques réponses qui vont être apportées à travers l'offre de formation qu'on va aborder juste après. Il y a une question de Laure sur la supply chain. Avez-vous des informations, des précisions sur ce sujet? Arnaud? Oui, alors sur le niveau d'entrée, sur les métiers, alors là, ça va vraiment dépendre des métiers.
hein. Si on parle intelligence artificielle, etc., là, on va plutôt aller sur du bac+5. Mais par contre, je sais qu'il y a des niveaux bac+2, bac+3 sur de l'analyse de données, on va dire data analyst au premier niveau, on va dire, l'exploitation des données. Ça peut se trouver au niveau bac+2, bac+3. Développement, c'est pareil, développement et test, on peut trouver maintenant sur des langages type HTML, CSS, etc., dont on parlait tout à l'heure pour du front-end, par exemple. Ça peut encore se trouver. Il y a beaucoup de bac+2 sur les métiers du support et de la maintenance en particulier. C'est surtout là où on va pouvoir trouver beaucoup de personnes avec ce niveau de formation initiale. Alors, il y a plein de Sur questions la qui tombent question de là. la supply chain, oui. Ouais, supply chain, je ne sais pas exactement ce qu'on peut mettre derrière. Il y a plusieurs métiers qui peuvent intervenir au niveau de la supply chain, en fait. Donc, ça peut être plutôt au niveau test, développement et test aussi. Développement et du test, je dirais plutôt. Là, on va pouvoir optimiser tous ces processus. Je verrai surtout ça. Ok, Donc, une je verrai question plus plutôt là. simple. Ouais. Quelle est la différence entre data analyst et data scientist? Alors, je dirais que le data ou la data analyst va avoir des notions assez importantes en statistique, on va dire, de la donnée. Donc, va pouvoir exploiter des bases de données relativement simples, entre guillemets, mais va pouvoir utiliser ses compétences donc, en statistique pour sortir des tendances, créer des segmentations dans les données, etc., etc. Data scientist, là, on va au niveau au-dessus, on va plutôt au niveau intelligence artificielle. Donc, ça va plutôt être la programmation d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, je dirais que c'est le niveau un petit peu au-dessus. Voilà. Et quid de Python pour data analyst? Alors, Python, c'est un langage effectivement en vogue actuellement. Alors, je ne suis pas assez spécialiste pour vous dire exactement l'utilisation de Python pour ce type de métier. Mais on doit pouvoir trouver de la documentation. Je peux me renseigner pour trouver ça, savoir le besoin. Pour moi, c'est pas Alors, uniquement via Python. Peut-être que Caroline a c'est mieux, je ne sais pas. non, alors il n'y a pas que Python, effectivement, pour la data analyst, mais c'est quand même une des technos recherchées par les entreprises. Alors après, certaines entreprises nous disent non, non, bon, c'est pas grave s'ils ne sont pas formés sur Python, mais généralement, dans un programme de formation en data, on retrouve quand même cette techno. Très bien. Peut-être on prend une dernière question, puis après on va avancer un petit peu parce que l'heure tourne. Où se situent les métiers de la dématérialisation et de l'archivage des documents Alors, par rapport aux 4 grandes familles? par rapport aux 4 grandes familles, On est plus dans la com, en fait. Donc, moi, je dirais plutôt métier de la communication et du marketing. Mais après, je sais pas, toi, Arnaud, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. je sais pas. Enfin, là, on est vraiment dans la numérisation en fait. Numérisation, donc ça dépend ce qu'on met derrière les métiers de la dématérialisation. En fait, c'est plutôt un projet. C'est des projets de dématérialisation et d'archivage du document. Donc, en fait, derrière ces projets-là, il y a pas mal de logiciels qui ont été développés pour pouvoir assurer ces services-là. Donc, après, on peut donc trouver pour moi des métiers au niveau développement test, si on veut développer une solution pour cela. Ou alors, on sera plutôt au niveau utilisation. Et là, c'est peut-être au niveau support maintenant, ce qu'on peut trouver, de trouver des besoins là-dessus pour justement au sein des logiciels qui auraient pu développer ce type de solution. Ok, allez, la dernière, parce que c'est une question importante, effectivement, qui revient Ouais. 2 fois. Quels sont les langages les plus demandés aujourd'hui? Alors, la star inconditionnée depuis plusieurs années, c'est le Java. Voilà, donc ça, il y a toujours un besoin très important, hein, c'est le besoin numéro 1. Et puis ensuite, on va dire qu'il y a
plusieurs langages. Il y a le Python dont on a parlé tout à l'heure, qui est en vogue effectivement pour de l'analyse de données ou du développement. Du JavaScript, HTML, CSS toujours, et PHP pour plutôt le développement web. Ce sont les langages principaux là qui me viennent, mais toujours en Java en numéro 1. Très bien. Ouais. Merci Arnaud. C'est vrai qu'on a réalisé là une étude avec justement Arnaud, Mathieu, dans le cadre de la démarche Invest in Digital People, on a réalisé en fait une étude auprès d'une trentaine d'entreprises. Et effectivement, hein, ce sont ces technos-là qui sont ressortis. Donc l'information, elle est toute fraîche. Donc oui, ça n'a pas changé finalement. Le numérique évolue très vite, mais les technos, on retrouve quand même, on retrouve les mêmes quand même depuis 3-4 ans. Si ce n'est quand même le domaine de la sécurité qui commence aussi à bien se développer, mais on est quand même plus sur des profils capés. Et après, oui, la data de toute façon se développe également, quoi. On va passer sur la deuxième partie. Donc, après une première partie plus d'acculturation au métier du numérique, on arrive maintenant sur une sélection de ressources. Donc, on va parler formation, on va parler recrutement. Et juste avant, on va parler d'un outil Rencontre un pro sur le site Choisir mon métier, qui est en fait un outil d'enquête métier, un facilitateur d'enquête métier. Donc, par exemple, si je tape informatique dans la fenêtre de recherche, j'ai 22 résultats. Donc, c'est soit en fait des intitulés de poste. Alors, c'est fait en fait sur les métiers sur les métiers du ROM, soit c'est parce que les gens en fait ont mis informatique dans la description de leur métier. Donc, c'est fait comme ça, hein, c'est assez succinct. On a simplement le prénom d'une personne. Elle a indiqué ou pas le nom de son entreprise, sa taille, où l'entreprise est située. Et puis, elle peut présenter rapidement ce qu'elle fait. Par exemple, je gère tout le parc informatique de mon entreprise, les serveurs, les PC, imprimantes. Je fais les dépannages, voilà, et les projets de renouvellement. Et donc, si vous rencontrez des personnes qui se posent des questions sur les métiers du numérique et qui aimeraient faire une enquête, tout simplement, en fait, ils peuvent cliquer sur le bouton « Je prends contact directement » en indiquant leurs coordonnées. Ça va adresser aux professionnels ce message type avec l'adresse mail du demandeur. Et ensuite, c'est le professionnel qui va revenir vers le demandeur en proposant un moment d'échange. Sachez que 93% des échanges ont lieu à distance. Donc, du coup, c'est souvent des rendez-vous téléphoniques. Donc, il y a un côté aussi assez simple, pas trop chronophage. Donc voilà, c'est un outil, si vous ne le connaissiez pas, que vous pouvez largement promouvoir, puisque bon, voilà, il apporte vraiment l'intérêt d'avoir un carnet d'adresses de professionnels dont on sait qu'ils sont volontaires pour parler de leur métier. J'en profite pour vous indiquer que le service, il a un peu plus d'1 an et demi. Il a aujourd'hui 500 professionnels en Pays de la Loire. Malgré tout, ils sont très, très sollicités. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité aussi d'alimenter le service en parlant en fait à des professionnels qui seraient prêts eux aussi à jouer le jeu d'être contactés pour parler de leur métier. En tous les cas, pour ce qui est des professionnels du numérique, il y en a aujourd'hui à peu près 35 profils différents. Donc, vous pouvez chercher via les mots-clés informatique ou système d'information pour arriver sur ces résultats de recherche. Donc, un premier outil d'enquête métier. Et puis, on arrive maintenant sur la formation et on va faire 2 focus avec le marché AFC Num de Pôle emploi et puis l'apprentissage et l'alternance en général dans le domaine du numérique. Et juste avant, je vais vous montrer comment en fait avoir accès à l'offre de formation qualifiante dans les métiers du numérique sur le site Choisir mon métier pro. Donc, dans sélectionner un domaine, en fait, vous allez cliquer sur information communication et puis vous avez en sous-domaine informatique, langage informatique ou logiciel. Donc, par exemple, si je prends le premier des 3, qui est celui où il y a le plus de formations, on arrive sur 1700 formations actuellement en Pays de la Loire. Et donc, ce qui est intéressant pour vous dans ce cheminement de recherche-là,
c'est que vous avez la possibilité sur la gauche de sélectionner en fait les actions par le dispositif. Donc, on va trouver donc les actions du nouveau marché AFC Num, les actions en apprentissage, celles qui sont finançables par le CPF, les actions en contrat de pro, de région formation visa métier. Des formations financées par l'AGFIP et les POEC. Donc voilà, si vous avez besoin d'aller faire une sélection pour venir préciser de cette façon-là, vous avez une visibilité sur l'ensemble des financements. Voilà, et vous retrouverez dans le support le lien de recherche si nécessaire. Je vais maintenant te donner la parole, Caroline, pour peut-être présenter le marché AFC Num. Oui, tout à fait. Merci, Nadine. Oui, donc en fait, on a mis en place là, à l'automne 2021 donc un nouveau marché qui s'appelle donc AFC numérique. Donc, Pôle emploi en fait achète de nouveau en fait des places de formation. Pourquoi? Alors, pour la petite histoire, en fait, vous connaissiez certainement la Grande École du numérique qui avait été créée donc en 2016 pour amorcer en fait un réseau d'organismes de formation spécialisés donc vraiment sur des formations qui préparaient donc au métier du numérique et pour des publics en fait qui étaient vraiment faiblement représentés en fait dans les métiers du numérique. Et en 2020, la Cour des comptes, en fait, elle a recommandé de modifier en fait ce mode de financement et a demandé de lancer en fait des marchés publics pour bien distinguer en fait les actions qui vont plutôt toucher des publics éloignés de l'emploi et puis les autres actions telles que le visa métier, telles que la FOAD, telles que la PEC qui préparent plutôt soit des certifications ou soit qui vont préparer directement à l'emploi dans le numérique. Donc, l'idée, c'était bien de pouvoir donc distinguer. Et comme la structure, en fait, Grande École du numérique ne pouvait pas, en fait, porter des marchés publics, donc l'État, à travers, en fait, la DGEFP, donc représentée plutôt par la DGEFP, a confié à Pôle emploi, en fait, l'exécution de ce nouveau marché, donc AFC numérique. Donc, ce nouveau marché, il vise vraiment à favoriser l'accès donc à certains métiers du numérique pour des publics éloignés. Donc, vous voyez là, on a privilégié en fait 4 domaines de formation. Donc, le développement, l'intégration et le test. Donc, derrière, on a le métier donc, notamment de développeur. Réseau, maintenance, infrastructure et sécurité. Donc, on a le métier donc technicien système et réseau et technicien d'assistance en informatique. On a 2 métiers là-dessus. Et on a le réseau, maintenance, infrastructure et sécurité. Donc, derrière, il y a le métier de monteur, raccordeur, notamment en fibre optique. Et ce qui concerne donc la famille interface, graphisme et création, on a le métier en fait de web designer. Donc, ce marché, en fait, là, il est lancé. Pour l'année 2022, nous avons, j'ai compté à peu près 216 places. Donc, l'idée, c'est bien de pouvoir justement donc, favoriser l'accès à certains métiers pour les publics éloignés de l'emploi. On va mettre à disposition en fait des formations qui vont répondre aux besoins des entreprises. Donc, dans le marché, dans le cahier des charges, il est demandé aux organismes de formation qui ont été retenus. Donc, on a l'ENI, on a campus, Digital Campus, donc c'est l'EPSI à Nantes. Nous avons Arinfo également. Et puis, nous avons la 3W Academy. Donc voilà, ces 4 organismes de formation ont été retenus en région Pays de la Loire. Et donc, ils doivent proposer une offre de formation une offre de formation qui va vraiment répondre à l'inclusion. On est bien sur des actions qui seront innovantes avec des méthodes d'accompagnement plus. Donc, on va vraiment travailler sur la motivation, la réussite des demandeurs d'emploi. Donc, vraiment, c'est un bel accompagnement, c'est du sur-mesure et on peut aller en plus jusqu'à 800 heures de formation. Donc, voilà, donc ce marché, nous le mettons en lumière, notamment pendant cette semaine des métiers du numérique parce que tout le monde ne le connaissait pas. Donc, n'hésitez pas à le proposer. Slide suivante, Arnaud, excuse-moi. On a donc, voilà, j'ai mis en avant quelques actions à venir.
sachant qu'il y en aura évidemment plus sur le 2e trimestre et le 3e trimestre. Voilà. Mathieu, je te laisse la parole pour présenter donc maintenant l'offre en alternance. Merci Caroline, bonjour à tous. Mathieu Lasso, développeur d'alternance au sein de l'OPCO Atlas. Donc oui, présenter les métiers du numérique. Aujourd'hui, comment ne pas évoquer l'alternance beaucoup de besoins en compétences sur les métiers du numérique. Donc évidemment, l'alternance est très utilisée par l'ensemble des entreprises d'ailleurs, mais encore plus fortement par les entreprises du numérique. Alors, une progression, on va dire, de 72%. Donc là, les chiffres que je vous présente, ce n'est pas les chiffres propres au numérique, c'est plutôt les chiffres au sein de l'OPCO des 15 branches professionnelles. Mais évidemment, le numérique pèse pour beaucoup dans ces chiffres-là. Donc, progression de 72% du nombre de contrats en alternance entre 2019 et 2021, 31% entre 2020 et 2021. Les entreprises du numérique, c'est juste pour les entreprises du numérique. Donc, ce que parlait tout à l'heure Arnaud, il y a les entreprises utilisatrices, les entreprises prestataires. Moi, dans mon cas, je parle plutôt des entreprises prestataires. C'est plus 51% entre 2020 et 2021. J'aurais peut-être dû évoquer ça auparavant. L'alternance, quand je parle d'alternance, je parle de contrat d'apprentissage et de contrat de professionnalisation. La loi du 5 septembre 2018, donc, qui a permis à un CFA, à un organisme de formation de devenir plus facilement CFA, aujourd'hui, ils se sont tous tournés vers le contrat d'apprentissage et aujourd'hui, le contrat d'apprentissage pèse pour 85% des contrats en alternance. Donc, c'est vraiment conséquent, ce qui était un peu plus la logique inverse auparavant. Au sein de nos périmètres, 45% des contrats signés le sont avec des entreprises de moins de 11 salariés. Donc, ce n'est pas un dispositif qui est fait exclusivement pour les grandes structures, mais il y a beaucoup de contrats en alternance qui sont signés dans les petites structures de moins de 11 salariés. Et sur cette branche, notamment des entreprises plutôt prestataires, c'est vrai que le contrat d'apprentissage a pour vocation, pas pour vocation, mais a plutôt comme objectif 50% des contrats d'apprentissage ont pour objectif un niveau 5, donc un niveau 7. Concernant la répartition, donc là, c'est peut-être un élément un peu plus encourageant que les simples effectifs salariés d'une manière générale. Eh bien, en contrat d'apprentissage, 49% sont des femmes et 51% sont des hommes. Donc, c'est aussi, première chose, le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui rentrent vers ces métiers dits numériques. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a un signe que les recruteurs désirent ou imposent de plus en plus d'intégrer un public féminin au sein de leurs équipes. Donc, ça, c'est très important et encore une augmentation, ou plutôt une tendance qui se confirme entre 2020 et 2021 par rapport à ces chiffres-là, c'est plus 4 points. Donc, on était à 45% en 2020, 45% de femmes, 55% d'hommes, 49 aujourd'hui et 51% d'hommes. Donc, on est à plus 4 points sur une année. Donc, plus de public féminin qui vont vers les métiers du numérique et aussi des recruteurs qui pensent à ce public féminin. Bon, l'apprentissage plutôt pour le public jeune, mais à pas oublier quand même, il y a la possibilité pour une personne qui serait en reprise ou qui aurait comme projet la reprise ou la création d'une entreprise, de pouvoir déroger à cette règle des 29 ans, parce que l'apprentissage, c'est jusqu'à 29 ans révolu. Mais dans ce cas précis de projet ou de création d'entreprise, eh bien, il serait quand même éligible à l'apprentissage. Au même titre, par exemple, aussi qu'un public qui a la reconnaissance de travailleurs handicapés eh bien, est éligible à l'apprentissage. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'apprentissage, mais il reste aussi le contrat de professionnalisation, un dispositif en alternance qui va quand même permettre à une personne, donc là, sans limite d'âge, de se former vers un métier, notamment du numérique, mais pas que, en alternant des périodes de formation au sein d'un organisme ou en interne, quelque chose qui peut être fait aussi au sein même de l'entreprise. Je ne vais pas évoquer le contrat pro expérimental, mais ça peut également en faire partie, ce type de formation dans le contrat pro expérimental.
eh bien, c'est également une bonne façon de se former et de monter en compétences pour entrer dans l'emploi, tout simplement. Voilà pour les chiffres sur le focus alternance, sur la disposition. Merci Mathieu. Oui, pardon, vas-y. Des questions peut-être? Ouais, sachant que l'heure tourne et il nous reste pas mal de choses à voir. Peut-être que vous n'hésitez pas à poser de vos questions et puis on va voir si on peut y répondre après. On voulait aussi évoquer, Caroline, la question de comment se passent les recrutements aujourd'hui dans le secteur du numérique. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup sur un marché caché. Hein. L'offre d'emploi, elle ne pèse pas lourd. Hein. La part de marché, en fait, elle est de 14%. Donc offre d'emploi sur le site de Pôle emploi.fr et sur le site de l'APEC. Donc quand vous allez rechercher des offres, vous en trouverez, mais très peu. Et donc, vraiment, je vous conseille, hein, quand vous êtes avec des demandeurs d'emploi, je vous conseille vraiment, enfin, ou d'autres publics, hein, je vous conseille vraiment d'aller regarder aussi directement sur les job boards des entreprises, parce que beaucoup d'entreprises ont leur propre job board. Je pense aussi à la cantine qui a aussi un job board. Donc, on peut aller retrouver comme ça des offres ailleurs. Il est aussi important de pouvoir envoyer donc des candidatures spontanées et puis de réseauter. Alors c'est vrai que là, alors c'est pas toujours simple. Hein. Moi, j'ai été face à des demandeurs d'emploi qui me disaient, bah moi je veux bien réseauter, mais j'ai pas malheureusement un cousin, un oncle, un frère qui travaille dans le numérique, donc je ne connais personne. Donc dès qu'il y avait des événements, moi j'allais chercher ces personnes-là pour les inviter à différents événements. Donc là, cette année, on a à nouveau le Safari des métiers qui aura lieu dès le mois d'avril en plus cette année, donc sous forme de parcours. Là, c'est un beau lieu en fait de rencontre. On peut tout à fait discuter avec des organismes de formation, avec des entreprises directement aussi. Il y a toujours des conférences qui sont animées. Donc, c'est vraiment un des moyens de rencontrer vraiment des recruteurs. Donc, il faut absolument que les publics en recherche saisissent cette occasion d'aller à des événements. Ils ne sont pas tous payants et heureusement, il y a des hackathons aussi pour ceux qui ont déjà cette petite fibre, qui veulent se mettre au code. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées. Ils peuvent aussi déplacer directement dans les organismes de formation parce qu'ils sont toujours à vouloir justement présenter leur catalogue de formation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à leur dire de pousser les portes et puis d'aller à la rencontre directement de professionnels. Enfin, ça, c'est important. Est-ce que tu peux préciser, Caroline, job board? Oui, pardon. Ce que ça signifie? Ouais. Ce sont en fait les sites là où il y a des offres d'emploi qui sont publiées. Donc, les entreprises ont leur propre page, leur propre site en fait d'offres d'emploi. Et moi, je précise par rapport à l'usage qui est fait de Rencontre Impro, on sait par les enquêtes qualitatives de suivi que 20% des rencontres donnent lieu à une mise en relation avec un autre professionnel et 10% des rencontres donnent lieu à des stages ou immersions. Donc voilà, c'est aussi une façon tout au long de l'année d'avoir un réseau pour ceux qui n'en auraient pas en fait. Je vais continuer sur le test en ligne. Je crois que c'est la slide suivante. Et donc pendant ce temps-là, il y a une Madame animation non Baron. contrôlée. Vas-y, on va y arriver. Voilà. C'est tout bon. Il y a Madame Baron qui parlait du parrainage aussi, qui permettait de se créer un réseau et que ça fonctionnait bien dans le domaine du numérique. Tout à fait, oui, c'est vrai, tout à fait. Et merci de le préciser. Dans le chat, je viens de noter justement le lien vers le site, donc les métiers du digital. En fait, on a créé en 2019 un outil qui est très intéressant, un outil qui permet en fait à des personnes, des candidats intéressés pour être développeurs, donc pour vraiment se former au métier de développeur. On leur a proposé donc de passer ce test gratuit qui est financé par Pôle emploi. On l'a construit avec plusieurs partenaires, donc des organismes de formation, des entreprises, ADN Ouest également. Donc à plusieurs, on a créé ce beau test. Alors bon, je le présente toujours un peu comme ça. Je dis souvent que c'est pas un test à la Marie-Claire. Est-ce que je suis fait, oui, pour être plutôt technicien ou plutôt développeur? Non, non. Là, on y a vraiment mis une brique reconversion professionnelle. Donc il est adapté. Il n'est pas simple, il n'est pas facile, il faut s'accrocher.
Et si vous avez donc des candidats intéressés, vraiment utilisez ce test parce qu'après, il nous sert en fait à positionner des candidats sur les formations. Visa métier, POEC, POI, on l'utilise aujourd'hui et de plus en plus. Donc, vraiment, je vous conseille même de le passer vous-même. Hein. Vous serez peut-être surpris, peut-être que vous pourrez un jour être développeur. Voilà. Mais en tout cas, si votre candidat obtient une note autour de 70%, ça veut dire que déjà, il a les bonnes capacités cognitives pour aller se former au métier. S'il est en deçà, s'il est autour de 40-50%, bon, on ne va pas forcément le décourager, hein, évidemment, on n'est pas là pour ça, mais il faudrait peut-être plus l'orienter vers des métiers techniques, maintenance informatique, métiers du support, qui sont quand même un peu, enfin, au niveau qualification, on en demande quand même un petit peu moins, quoi. Donc voilà, donc vraiment, je vous invite à faire la promotion de ce site auprès des candidats. Et Caroline, est-ce que ça fonctionne également ce test pour des étudiants, voire pour des lycéens, voire des collégiens? Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde, on a des personnes qui ne sont pas inscrites non plus à Pôle emploi, qui ont passé le test. Il y en a qui l'utilisent parce que, en fait, on a toutes les données, donc on voit bien qu'il y en a qui ont passé 10, 15 fois le test, parce qu'on est sur une banque, en fait, hein, de questions, donc ça tourne tout le temps. Donc oui, il y en a qui l'utilisent pour passer des concours aussi. Voilà. Donc il est ouvert à tous. Voilà, donc étudiants. Et là, il y a une question sur où est-ce qu'on le trouve. Donc là, vous allez avoir le lien via le support. Est-ce que c'est facile de le retrouver par ailleurs par une recherche sur Internet? On peut le retrouver. Alors, non, on a demandé, moi j'ai travaillé avec l'entreprise e-testing hein, qui développe le test pour Pôle emploi. Je leur ai demandé justement de modifier un petit peu, alors même au niveau habillage, il est de 2019 et vous avez compris que le numérique ça va très très vite, donc on le trouve déjà un peu vieillot. On va retravailler certains éléments, aussi quelques verbatims au niveau de la conclusion. On a les résultats sous forme de toile d'araignée. Et donc voilà, donc on a quand même quelques modifications à faire et on leur a dit aussi que le lien, qu'il fallait vraiment qu'ils puissent changer aussi l'appellation parce qu'en fait, le domaine d'appellation, parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à le trouver quand on met test en ligne, développeur, Pôle emploi, on ne le trouve pas. Donc c'est pour ça qu'il est bien dans le chat, mais ça va évoluer et très très vite. Donc vous pourrez le retrouver de toute façon plus simplement. Et pour ceux qui travaillent à Pôle emploi, et merci Benoît, il est aussi hébergé sur la page régionale filière numérique sur pôle emploi.fr, page régionale, donc pôle emploi.fr. Très bien. Alors Caroline, tu as une contrainte, je crois, juste après. Est-ce que tu as encore le temps de nous présenter le programme de la semaine? Oui, je vais vous présenter le programme. Alors oui, je suis désolée, en fait, j'ai une réunion qui démarre aussi à 15h avec des partenaires et je vais être un tout petit peu en retard, mais je suis désolée, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps. Donc, sur le site, donc, je vais aller directement sur la page. Hop. Et tu répondras par la même occasion à la question d'Isabelle pour retrouver la vidéo de l'infographie que tu as présentée au début du webinaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ben c'est pareil, on la retrouve en fait sur le site de Pôle emploi. Alors, j'ai tellement de... Évidemment, je l'avais préparé. Il y en a un qui veut faire un petit numéro de claquette, hein, c'est le moment. Pourquoi je ne l'ai pas? Alors, je vais vous le... Alors, tout à l'heure, je peux commenter, il y avait un commentaire de Brian qui était plus une contribution pour les autres, hein, pour les métiers liés au graphisme, aux réseaux sociaux, au web. N'hésitez pas à conseiller aux demandeurs d'emploi de préparer des portfolios, des books, des créations graphiques pour montrer les compétences techniques aux employeurs, même si c'est uniquement dans le cadre de l'auto-formation. Alors, j'arrive pas, ça charge en fait, mais j'arrive pas du tout à aller sur le site. Est-ce que Arnaud ou Mathieu, vous pouvez y aller? Alors, sur le site, ou alors je peux prendre le relais en attendant, peut-être? Oui, sinon, parce qu'en fait, il charge, mais je vois bien que ça... Attends, j'y suis, moi. Là, hein, c'est ça, Caroline? Vous voyez mon écran? Non. Non. Quelqu'un d'autre a partagé entre-temps.
Caroline, je crois qu'on Ouais. voit l'écran de Caroline là. Et ouais, il m'a ouvert. Alors, je vais arrêter le partage parce que je sais pas si. Voilà, là c'est bon, Nadine. Parce que moi, ça charge tout le temps. Je partage alors. Ok. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ah, voilà, super. Merci Nadine. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas dire. Bon. Donc voilà, donc le programme, vous pouvez le consulter par département. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le programme général, enfin, régional, mais aussi en fait départemental, c'est aussi plutôt très intéressant. Comme ça, vous voyez toutes les actions. Alors cette année, on a moins d'actions que l'année dernière, donc en termes de volumétrie. Pourquoi? Parce qu'on a décidé en fait de mettre en avant 4 thématiques. Donc, recrutement via ce qu'on appelle les hashtags tous mobilisés. Donc, ce sont des actions qu'on va mettre en avant, en fait. Donc, ce sont des rencontres avec des entreprises. Donc, il y a souvent du recrutement derrière. Donc, on a aussi la thématique autour de la formation, donc orientation, formation, sensibilisation. Et puis l'acculturation aussi pour les conseillers Pôle emploi. Donc voilà, donc on a décidé de ne pas parler en fait de l'inclusion. Donc on a moins d'actions, mais je pense qu'on a des actions qui sont peut-être un peu plus, alors je dirais pas intéressantes, c'est pas ça, mais en tout cas sur lesquelles on peut vraiment agir. Et ça fait écho de toute façon au nouveau plan gouvernemental sur la réduction des tensions du marché du travail. Donc voilà, l'idée c'est bien de présenter les formations et puis les besoins des entreprises, tout en acculturant en fait les conseillers Pôle emploi. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir. La semaine commence donc aujourd'hui. On a pas mal d'événements et on en aura un peu. Enfin, il y en aura un autre aussi la semaine prochaine. Je participerai à un webinaire autour de la FOAD, donc les formations à distance. Donc c'est co-animé avec l'agence de Châteaubriand et en présence de l'ENI, parce que l'ENI est aussi l'organisme de formation qui a remporté l'appel d'offres au niveau national sur la FOAD. Et on aura aussi le campus connecté de Châteaubriand qui sera aussi présent. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y connecter. Je vais vraiment devoir vous quitter. Oui. Petite vigilance sur le fait que certaines actions sont complètes. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà, ça va très vite. Et bon, heureusement, on est content quand les actions sont complètes en même temps. Mais ouais, c'est vrai que ça va quand même assez vite. Merci à tous. Je suis désolée de devoir vous quitter. J'ai la réunion qui est déjà commencée, donc voilà, je dois y aller. Donc c'était un grand plaisir de partager cette heure avec vous tous. Et puis là, je vous laisse avec Nadine, Mathieu et Arnaud. Ils vont pouvoir répondre à vos questions. À bientôt. Et ça, si vous voulez bien, on va vous garder encore 5 minutes avec quelques ressources qu'on n'a pas encore eu le temps de vous montrer pour ceux qui peuvent rester un petit peu. Mathieu, je te donne la main pour présenter. Alors, vous aurez la possibilité d'aller plus loin avec le support, mais en tous les cas, quelques ressources un peu prioritaires. Oui, c'est ça, des ressources prioritaires, alors, ou plutôt des ressources mobilisables en atelier ou sur des formats un peu plus individuels. Donc le site Concepteur d'avenir, c'est un site qui fait la promotion évidemment des dispositifs en alternance, mais aussi et notamment des métiers du numérique. Donc un site qui s'adresse aux acteurs de l'orientation, aux collégiens, lycéens, étudiants et également aux entreprises. Donc, je vous ai mis des liens ici pour visualiser évidemment des fiches métiers, un quiz sur le métier du numérique. Alors, on peut peut-être tout de suite aller voir ce quiz sur les métiers du numérique. Donc ici, un test qui vous permet de tester tout simplement vos connaissances sur le secteur du numérique, parce que des métiers dans le numérique, il y en a des dizaines et dizaines, et finalement, on se rend compte qu'il y en a de nouveaux tous les 6 mois, ou même plus tous les mois. Donc, la possibilité pour vous d'avoir un panorama de l'intégralité des métiers du numérique et de ne pas passer à côté d'un métier que vous ne connaîtriez pas aujourd'hui. Un test d'orientation aussi qui va vous permettre, alors c'est plutôt là un test d'orientation qui va vous permettre en fonction
de votre profil, de découvrir plusieurs métiers qui peuvent vous correspondre, évidemment, dans un secteur d'avenir. Vous avez également la possibilité de retrouver un tas de vidéos et témoignages, donc vidéos d'alternants qui parlent de leur métier, de professionnels qui parlent de leur métier. Et je vais tout de suite vous montrer une vidéo sur les métiers du numérique. Je vais vous laisser la découvrir. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 25 ans. On n'avait pas dit que c'était à vous de deviner? Je fais du front, ça vous aide? Et des Lego aussi. En fait, le front, c'est ce qui est visible par tous, à la lumière des projecteurs. Alors que d'autres collaborateurs font du back, ce sont les travailleurs de l'ombre, dans les rouages un peu. C'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. Je voulais intégrer une école de design, et puis ça n'a pas marché. Donc, je me suis dirigé vers un domaine que je ne nommerai pas, qui me passionnait également, et j'ai foncé. C'est de donner vie à des idées, en fait, tout en étant à la pointe de l'innovation. On utilise les dernières technologies, et quand elles n'existent pas, on les crée. Vous allez deviner, là, c'est sûr. Master en informatique. Mathieu, on va peut-être pas pouvoir aller au bout de la vidéo, mais en tous les cas, Ce qui est important vous pourrez pour la moi dans mon retrouver, travail, cette vidéo, via c'est le lien qui est dans le support du webinaire. Oui, exactement. On va passer un peu rapidement. Donc, en effet, les métiers du numérique, celui-ci faisait un bac+5, mais évidemment, on peut rentrer dans les métiers du numérique avec un bac+2 ou un bac+2, un bac+3. Il n'y a pas que les bac+5, en effet. Donc, concepteur d'avenir, donc pas mal de choses, un guide également, une chaîne YouTube, vous pouvez retrouver des témoignages de professionnels, d'alternants, un guide non exhaustif sur des métiers qui recrutent avec un focus sur 10 métiers. Également un site aussi sur la slide suivante qui est le site de l'OPIEC, un site qui est plutôt l'Observatoire des métiers du numérique. Donc si vous avez cherché un peu plus d'éléments sur des études, il y en a beaucoup, plutôt des études liées à des professionnels, mais vous avez également un sélecteur, plutôt quelque chose qui va vous permettre d'explorer les métiers. Allez, je partage mon écran une dernière fois. Et donc vous avez un explorateur des métiers, donc soit par compétence en allant chercher des compétences ici, il faut en sélectionner une dizaine, parmi, là j'en ai pris 4, mais il faut choisir 10 compétences, ou par centre d'intérêt, là vous allez sélectionner 3 centres d'intérêt, pardon. Vous allez sélectionner votre niveau d'études, donc il y a tous les niveaux d'études possibles, et ensuite vous allez arriver sur quelque chose qui va venir vous présenter des métiers qui correspondent en fonction des compétences que vous avez aujourd'hui et en fonction des centres d'intérêt qui va vous dire plutôt ce métier-là ou plutôt ce métier-là. Donc, ce n'est pas propre au numérique, mais évidemment, si vous avez des compétences propres au numérique, ils vont vous faire vous donner des idées sur les métiers du numérique. Voilà de mon côté, et peut-être une dernière information qui concerne plutôt les acteurs de l'orientation hors de conseiller Pôle emploi. Il y a également la chaîne JOA, qui est les journées d'orientation et d'apprentissage, sur une chaîne, enfin, plutôt quelque chose qui va permettre aux acteurs de l'orientation d'informer les jeunes sur les métiers en alternance, évidemment contrat pro, contrat d'apprentissage, mais aussi sur les métiers qui sont aujourd'hui en tension et faire en sorte que demain, on ait plus de jeunes qui aillent vers les métiers du numérique qui sont aujourd'hui en tension. Voilà. Donc, plutôt, on va dire, lycéens ou études post-bac, mais sur les premiers niveaux et pas forcément sur des demandeurs d'emploi en reconversion. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup, Mathieu. On s'excuse auprès des participants d'avoir un peu excédé le timing initialement prévu.
J'espère que le contenu a pu vous apporter un certain nombre d'informations. Donc, je vous confirme, dans l'après-midi, vous allez recevoir un mail avec le support pour que vous puissiez en disposer tout de suite. Vous aurez aussi un lien vers un petit formulaire d'évaluation. N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions d'amélioration, puis de vos retours sur ce webinaire. Et puis, vous aurez également l'emplacement que je vous ai indiqué en début de webinaire pour venir consulter le replay et le support sous une semaine maximum. Voilà, merci beaucoup Arnaud, Mathieu, Merci. Caroline Merci. qui a dû partir, et merci à tous les participants d'avoir répondu nombreux à ce rendez-vous et puis d'être restés relativement nombreux malgré qu'il est 15h13. Je vous souhaite à tous un très bel après-midi et à bientôt. Bonne fin de journée. Très bonne journée. Au Au revoir. revoir.